aujourd'hui, vous êtes plus de 200 ou 300 à vous être inscrits. Donc, nous sommes très heureux de savoir là, que le sujet vous intéressait autant. Aujourd'hui, en plus, pour parler de ce sujet, on a quand même invité deux pointes dans leur domaine, disons-le, Aurélien et Jean-Benoît. Donc, les deux se présenteront sous peu. On va parler aujourd'hui des tests physiques de fin de saison et on va rentrer dans le sujet tout à l'heure autour du fait que ce n'est pas uniquement pour les athlètes de haut niveau la fin de saison. Et donc, je voulais juste le dire malgré tout en introduction, la fin de saison, c'est pour tout le monde. Donc, peu importe, vous êtes entraîneur, kinésiologue, coach de quoi que ce soit, restez avec nous. On va parler de ce sujet-là, tout le monde ensemble. Donc, en introduction, peut-être présentons les deux invités. Donc, Aurélien, tu interviens quand même assez souvent sur nos webinaires, mais malgré tout, veux-tu bien te présenter? Hey, salut, merci Étienne, salut JB, bonsoir à tous, merci de vous joindre à nous. Effectivement, vous devez commencer à être un peu habitué à ma barbe sur l'antenne d'Exfit désormais. Il sera bientôt coupé quand même. Qui sera bientôt coupé, ça va, ça vient, elle sera raccourcie, en mode été, en cabriolet. Ah oui, En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport. Et évidemment, j'ai pas mal collaboré, notamment ces derniers temps, avec XFIT sur le logiciel que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sport Science Test, dont son petit frère est désormais intégré à XFIT, XFIT Lab, qui permet de faire plein de tests. Donc c'est vrai que ça nous a pas mal inspiré sur le thème de ce soir, parce qu'on se rend compte qu'on parle de moins en moins de tests ces derniers temps. Et je trouve ça dommage parce que c'est quand même hyper important, quel que soit, effectivement, tu as bien fait de le dire, Étienne, le niveau d'intervention sur lequel on se situe, qu'on soit sur la performance de haut niveau, c'est le gros thème du moment avec les JO, mais évidemment aussi sur un public sport santé ou sport loisir fitness. Et c'est aussi le thème du moment, puisque tout le monde se prépare à partir en vacances à l'heure où on parle. Donc, effectivement, on est en pleine fin de saison, c'est le moment de faire le bilan. Exact. Jean-Benoît, est-ce que tu veux te présenter aussi? Salut, oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Jean-Benoît Morin. Donc, mon job de base, c'est professeur, chercheur à l'université et enseignant en sciences du sport. On appelle ça STAPS en France. Je dirige le département STAPS à l'université de Saint-Étienne. Et je fais des recherches sur l'évaluation des sportifs et les performances, notamment en sprint et en saut. Et j'ai une partie de mon activité qui est une partie d'activité de consultance, où là, je suis conseiller scientifique, on va dire, auprès de sportifs, d'équipes et de fédérations, notamment en France, tennis, football, rugby. Et c'est notamment dans ce cadre-là que j'essaye d'aider au mieux possible les entraîneurs à entraîner. Superbe. Donc, l'expertise des deux se joindra. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On a quand même un horaire assez serré. On va parler premièrement de l'importance de la fin de saison, mais pour tous. Donc, effectivement, Aurélien, tu l'as un peu mentionné. On va aborder ça un peu plus en détail. Et ensuite, on vous propose de passer par les tests incontournables et peut-être même de rentrer dans les détails de ces tests. Et comme Aurélien l'a un peu spoilé, tout ça s'inscrit très bien dans le lancement d'XFIT Lab, qui a été une application développée justement par Sport Science Test, donc avec Aurélien, et même principalement par Aurélien et son équipe. Donc, XFIT Lab qui est déjà disponible, on vous mettra les liens, mais qui permet justement de faire les tests qu'on va discuter aujourd'hui. Commençons justement directement dans le vif du sujet. La fin de saison, c'est quoi et pourquoi c'est pour tout le monde? Est-ce que tu veux commencer, Aurélien? Oui, bien sûr, parce que en fait, on a tendance à faire comme si certaines phases n'existaient pas, notamment dans le fitness. Ouais. Alors que d'un point de vue physiologique, social et évidemment économique, eh ben, tout le monde à un moment donné fait une coupure estivale, ne serait-ce que pour suivre le rythme des vacances scolaires, qui est parfois même carrément imposé dans les entreprises. Donc, en réalité, on sait qu'on aura un arrêt important qui va durer en général 2 à 4 semaines, voire 6 semaines pour les plus chanceux d'entre vous. Donc, c'est une coupure, en tout cas, des habitudes d'entraînement énormes. On va aller ailleurs, on va faire autrement. Parfois, la salle est fermée. Et du coup, je me demande pourquoi on ne prend pas plus ça en considération dès le départ.
parce qu'il y aura effectivement un rythme. Et c'est un bon moment pour faire le bilan de la saison. Est-ce que l'entraînement, l'entraîneur, le coach a tenu toutes ses promesses cette saison? Est-ce que, à l'inverse, le client, l'athlète, le coaché, peu importe comment on l'appelle, a lui aussi réussi à atteindre ses objectifs? C'est un moment où on fait le bilan, c'est vraiment important. Un peu comme un bilan de qu'est-ce qui vient d'arriver et où est-ce qu'on s'en va en tant que tel. Et pourquoi on dit un peu un arrêt? Pourquoi est-ce qu'on l'a mis entre guillemets, Jean-Benoît? C'était quoi l'idée de l'arrêt entre guillemets? Ben, fondamentalement, il y a des personnes qui physiologiquement n'ont pas forcément besoin d'arrêter. Tu vois, donc néanmoins, je pense que ce terme-là est intéressant parce que ce terme-là, il veut dire on pose les choses. S'arrêter, c'est parfois pour les sportifs, c'est dur parce qu'on est en pleine possession de ses moyens, tout va bien, on n'a pas de raison de s'arrêter. Et physiologiquement et mentalement, il faut s'arrêter. Donc moi, j'aime bien ce terme-là, finalement. C'est un peu, c'est contre-intuitif, mais j'aime bien mettre ce terme-là. J'arrête Oui. et je sais que je vais recommencer. Mais c'est important. Oui. Oui. Ouais, et il faut l'assumer parce que c'est justement le fait qu'on se soit entraîné correctement, de manière continue, de manière organisée, de manière rationnelle toute l'année, qui nous permet aussi, et à plus forte raison si on l'a bien prévu dans notre plan d'entraînement, de lever le pied sereinement, de s'entraîner différemment sereinement, voire de couper complètement, voire d'arrêter franchement sereinement. Là, moi, je reviens des États-Unis, je vais raconter un peu ma vie. Et effectivement, pendant 18 jours, mon seul sport a consisté Marcher dans la à ville. faire un peu de dans la ville et puis dans la nature, puisqu'on a fait les grands parcs américains. Oui. Donc, j'ai basculé, on ne peut pas dire que j'étais à zéro activité physique, ce serait faux, mais j'ai basculé sur un effort d'aérobie très, très fondamental, sans contrainte mécanique de force avec des charges additionnelles, comme c'est un peu mon quotidien, sans haute intensité dans la forêt, comme c'est un peu mon quotidien, sans bagarre ou sans glisse, ou sans tous les sports que je fais habituellement. Et effectivement, c'est un moment de régénération aussi physique, physiologique et, comme le disait J'aime JB, vraiment ça. psychologique. J'aime vraiment ça parce que c'est vraiment une vision unique qu'on entend que très peu, effectivement, dans le sport santé. C'est quelque chose de très connu, disons-le, dans tout ce qui est athlète de haut niveau, tout ce qui est performance. Mais sport santé, on parle souvent moins de ce thème-là, d'offrir une pause et un bilan. Et quand on préparait le webinaire, justement, on parlait de, en fait, les tests physiques en fin de saison, pourquoi en faire? Puis Jean-Benoît, tu avais parlé d'étape 0 versus étape 1, de passer d'un à l'autre. Est-ce que tu veux élaborer un peu? Ouais, en fait, ça va vers la transition avec ce que je voulais rajouter, c'est que c'est pas de la sémantique, mais s'il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de redémarrage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire que sinon, tu es sur un continuum et tu fais tout le temps de l'exercice et tout le temps de l'entraînement. Et ça, bon. Et donc, si tu veux cette étape 1, et il faut qu'il y ait cette étape 0, et je pense que ça peut valoir la peine, on va en discuter, d'avoir de l'évaluation de cette étape 0. Parce que c'est toujours pareil avec les capacités physiques. Si tu ne mets pas des chiffres, un minimum, derrière les choses, bon, tu es au doigt mouillé et peut-être tu te trompes. Et donc voilà, l'idée, c'est ça. C'est si je veux la vraie étape 1, ça fait du sens d'avoir une étape 0. Et dans les deux sens, parce que souvent, on a besoin de voir nos progrès au doigt mouillé. Des fois, on croit qu'on progresse, mais inversement, on croit qu'on ne progresse pas aussi des fois. Et le fait d'avoir pris des vraies mesures, ça nous permet de voir le chemin accompli, ça nous permet de tester un certain nombre de paramètres qui ne sont pas forcément ceux que intuitivement on valorise. C'est vrai que souvent les gens, ils vont, je sais pas, ils vont aller au gym et ils vont faire un peu de cardio, un peu de force. Sauf que les hommes, par exemple, ils vont regarder surtout leur performance en développé couché. À un moment donné, peut-être ils vont stagner et ils ne regardent pas les autres indicateurs de performance, alors que s'ils faisaient un test d'endurance sous-maximale, comme on va vous présenter tout à l'heure, ils se rendraient compte que sur des indicateurs beaucoup plus métaboliques, ils ont franchement progressé. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir un point de départ, un point d'arrivée, à tel point que je crois que dans la story d'appel au webinaire, j'ai appelé un webinaire sur les tests de début de saison. Vous voyez à quel point les deux sont liés. Oui, parce que donc on devrait en faire aussi au début de saison ou uniquement en fin de saison? Dans les deux cas?
Parce que pour moi, le début de saison, pour moi, c'est évident parce que tu construis ton étape 1. Il faudra s'entendre sur ce qu'on appelle début de saison parce que dans certains sports, il y a plusieurs moments lors du début de saison. Si tu prends par exemple les sports collectifs comme le rugby, le jour où les athlètes reviennent au club, peut-être, ou les 2 jours, c'est peut-être pas pertinent de les tester parce qu'il y a une sorte de remise en route de la machine qui va donner plus de pertinence au test. Donc ça, je pense qu'il faut être très précis Adapté. sur le moment où on va faire les mesures de pré-saison. Parce que pré-saison, ça veut tout et rien dire, hein. Il y a des sports dans lesquels la pré-saison, ça dure 3 mois. Oui. Donc, Mais il y était justement une de mes prochains questionnements. On parle de pause, on parle de fin de saison, on parle de début de saison, on parle de pause. Et ça arrive quand? Tout à l'heure, dans le sport santé, on parlait peut-être avec les vacances d'été, donc ça dure 6 semaines. C'est pas un peu long comme pause? Est-ce que ça dure 2 semaines? Des sports, j'ai un cycliste ou un professionnel de triathlon. Ils s'articulent comment ces pauses-là selon le public cible en tant que tel? Bah, là, c'est vraiment du projet d'entraînement dont on discute, hein, en réalité, parce que ça va changer énormément d'un public à l'autre, d'un pays à l'autre, d'un métier à l'autre, d'un niveau économique à l'autre aussi, parce que tout le monde n'a pas forcément l'argent pour partir 6 semaines en vacances non plus. Donc, évidemment, il faut ajuster les choses. On sait que sur quelqu'un qui s'entraîne de manière très régulière, très constante, euh, avant que le désentraînement ne survienne en coupure totale, on a entre 2 et 3 semaines facile. Donc, en réalité, on a vraiment du temps. Dans la plupart des sports de haut niveau en Europe, tu sais que nous, on n'a pas de off-season, à part en volleyball, à ma connaissance. Tous les autres sports, et puis en sport d'hiver, évidemment, tous les autres sports n'ont pas vraiment de off-season, en fait. Ils vont avoir une coupure de 2 semaines ou 3 semaines, et puis ça va revenir tout de suite. Et encore, dans l'hypothèse où ils ne soient pas en phase finale des championnats internationaux, comme la Coupe du Monde ou les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Donc, en réalité, on parle de coupures assez courtes dans le sport de performance, un petit peu plus longues dans le sport loisir. Dans tous les cas, il faut la planifier, l'assumer et tester avant, tester après. Superbe. Ben, parlons justement de tests. Rentrons dans le vif du sujet. On a ciblé, si je me souviens bien, 4 tests physiques que vous avez dit sont importants et peuvent être appliqués à tous les publics. Et le premier, c'était le overhead squat. Est-ce qu'Aurélien, tu veux nous donner un peu plus de détails là, sur pourquoi il s'applique à tout le monde et en quoi c'est pertinent pour tout le monde? Je vais rebondir un peu sur ce que disait JB tout à l'heure. C'est-à-dire que lorsque on reprend l'entraînement, après une coupure un peu prolongée, disons de plus de 3 semaines, ou qu'on démarre l'entraînement après une phase de sédentarité dans sa vie, disons de plusieurs mois, Ouais. voire plusieurs années, voire plusieurs décennies pour certains clients, eh bien, il ne faut pas se tromper de cible dans la mesure. C'est-à-dire qu'on a souvent pris le problème par le mauvais bout de la raison. Très souvent, en bon stapsien ou en bon BEcien, BPGEPsien formé à la sauce performance, on cherche à savoir qui pisse le plus loin. On cherche à savoir qui est le plus fort, on cherche à savoir qui est le plus puissant, on cherche à savoir qui est le plus endurant. Donc souvent, les questions que se posent les entraîneurs ou les coachs ou les préparateurs physiques, c'est quel est le VO2 max, la consommation maximum d'oxygène lors d'un effort. Quel est le Pmax, la puissance maximale qu'on est capable de générer au cours d'un mouvement. Quelle est la force maximale, la charge qu'on va mettre la plus lourde sur un mouvement de musculation donné. Et en faisant ça, on se pose une question qu'on se pose beaucoup trop tôt. Là. On verra un peu plus tard. On verra un peu plus tard parce qu'il faut déjà retrouver un certain nombre de connexions mécaniques, un certain nombre de réflexes physiologiques, un certain nombre de réflexes techniques même, avant de se poser ces questions-là. Alors, à plus forte raison, si on est face à des gens qui ont un niveau de désentraînement ou de sédentarité plutôt avancé, mais aussi sur des athlètes de haut niveau qui se seraient complètement déconnectés de la performance, au moins psychologiquement, pendant plusieurs semaines. Donc, notre métier à nous, c'est de toute façon que ces trucs-là reviennent le plus haut possible, le plus vite possible. Donc, dans 3 semaines, on a un résultat complètement différent. C'est absurde. Donc, il faut attendre un tout petit peu avant de tester, je pense, ces indicateurs de haute performance. Et la seule question à laquelle on cherche à répondre le jour 1, c'est de quoi mon client ou mon athlète est-il capable, maintenant tout de suite. Et là, ça remet le mouvement au cœur de tout. Et ça, on peut le tester très vite parce que
c'est cette capacité motrice globale, cette capacité en mobilité, qui va me permettre réellement de calibrer mon entraînement à court terme. C'est-à-dire que si j'ai une personne en face de moi qui n'est pas ou plus capable de se mettre accroupi correctement avec un bon contrôle moteur, ben ça, c'est un préalable, un prérequis à charger des squats ou à faire des multibonds sur le squat, sur le stade, ou à faire une séance de crossfit complète sans aucune limite. Donc évidemment, quand on a dit ça, eh ben, les tests de mobilité sont un petit peu préalables à tout le reste. Et donc, quand on se dit ça, eh ben, on se dit quels sont les tests de mobilité qui vont me permettre d'avoir le plus d'informations en un minimum de temps. Ben, on se rend compte que le overhead squat fait vraiment figure de gold standard. C'est un peu le Dow Jones du mouvement, c'est ce qui va vraiment nous donner le pouls du reste et qui va nous permettre en quelques minutes, quelques secondes, de détecter très très vite. Alors en plus, si on est aidé d'une application qui nous guide avec des questions et des réponses, ben alors là, on va très très vite réussir à détecter des faiblesses et des raideurs. Mais j'ai plus envie de dire des zones surtendues et des zones sous-actives. On va plutôt dire ça, parce que on ne parle pas de force max ici, on ne parle pas de souplesse absolue, on parle de connexion motrice, on parle de contrôle moteur. Et donc, ce qu'on cherche à détecter, c'est si je vais avoir une zone un petit peu trop active qu'il va falloir effectivement, par différents procédés, relâcher, ou une zone un petit peu trop endormie qu'il va falloir, par différents procédés, réactiver pour récupérer un mouvement opérationnel, fonctionnel, qui derrière me permettra de générer des watts sur un test de puissance ou de générer des newtons sur un test de force. Jean-Benoît, on reviendra sur l'aspect pratique dans l'application Sport Scientist ou XFIT Lab, mais là, tu viens d'aborder tout ce qui était le concept de overreactive puis underreactive. Ouais. Assurément, là, moi, j'y comprends rien. Est-ce que Jean-Benoît ou Aurélien, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce thème-là qui est quand même pointu, non? Ouais, sur la partie d'avant, la plupart des exercices sportifs, ça nécessite de la puissance et de transmettre cette puissance pour se déplacer, changer de direction, etc. Et je dirais que le overhead squat, il ne vient pas te dire ton niveau de puissance, il vient te dire la qualité de la transmission. Je prends souvent l'exemple d'un vieux vélo, c'est-à-dire tu rentres dans un grenier, il y a un vélo qui n'a pas servi depuis 20 ans. Tu ne vas pas commencer à regarder, à l'enfourcher et à pédaler le plus fort possible pour voir. Tu vas déjà regarder quoi? Tu vas regarder si le guidon il est fixé correctement, tu vas regarder si la transmission marche bien, tu vas vérifier les pneus s'ils transmettent bien ta puissance. Donc, tu vas d'abord vérifier si la transmission est en place, si, comme le disait Aurélien, tu as la possibilité d'exprimer ta puissance avant d'aller exprimer ta puissance. Et ça, pour ça, le overhead squat, c'est pas. Et donc, c'est alors, il y a plein de à tous aussi. Oui, exactement. Il y a plein de tests qui permettent d'analyser le squat. Le plus connu, c'est évidemment celui qui vient du FMS, Functional Movement Screening. Moi, j'utilise beaucoup celui de la NASM. Voilà, il y a plusieurs protocoles de testing. Ce qui est intéressant surtout, c'est pas d'avoir une note à la fin. Le test, ça permet évidemment de voir la progression en notant les choses. Par exemple, en FMS, on va noter de 0 à 3, pour ceux qui ne connaissent pas. 3 étant le meilleur niveau de mobilité et 0 étant le niveau de douleur non fonctionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est une analyse qualitative de ce mouvement-là, à ce stade de l'entraînement, que ce soit en début de saison ou en fin de saison. Je vais donc chercher un certain nombre d'observables et derrière, je vais déduire les muscles qui pourraient produire de la suractivité ou de la sous-activité en fonction de ces observables. Donc là, je vous donne un exemple à l'écran qui est très simple, qui est la vue de face. Et quand j'observe mon squat, overhead de face, je vais regarder deux choses seulement. Je vais regarder seulement les pieds et la trajectoire du genou. Et donc, si j'ai des rotations externes de hanches, donc les pieds qui vont pointer vers l'extérieur, alors je vais avoir une liste de candidats à la suractivité qui va évidemment me venir à l'esprit et une liste de candidats à la sous-activité qui va me venir à l'esprit. Donc là, je vous les ai listés, mais c'est là la force des logiciels aujourd'hui, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'évidemment, si je suis plus très frais sur l'anatomie ou si je n'ai pas beaucoup de temps et que j'ai besoin très très vite de savoir ce que je dois activer, renforcer ou relâcher, étirer,
Eh bien, simplement en répondant aux questions, est-ce que les pieds pointent vers l'extérieur lors du mouvement ou est-ce que les genoux vont faire une flexion interne ou externe lors du mouvement, eh bien, je vais avoir une proposition déjà de muscles potentiellement à traiter dans un sens ou dans l'autre. Alors, soit derrière, la réaction, c'est de continuer les tests pour affiner un petit peu plus, soit j'en sais assez et je vais traiter de manière globale toute la zone par un renforcement de chaque muscle potentiellement. Et pour venir encore plus spécifique, donc c'est là que l'application que vous avez développée permet d'améliorer en fait la qualité du service, du suivi ou du test du moins. C'est donc je filme mon client avec mon téléphone ou ma tablette et ensuite donc je peux répondre aux questions et automatiquement avoir le résultat. Voilà, on n'oublie rien, on gagne beaucoup de temps de traitement, on a un résultat qualitatif immédiat à donner au client. Et du coup, peut-être potentiellement un service à 360 à vendre en Ouais. plus à notre client qui vient pour s'entraîner et pas pour se faire tester pendant des heures et des heures. Et donc là, ça me donne tout de suite une valeur ajoutée à ma séance ou à ma séquence de tests, très simplement. Ah oui, superbe. On a d'autres tests aussi qu'on a définis, tests de puissance. Et ça, particulièrement dans l'application, c'est un de mes tests favoris. Je le trouve juste très beau et un peu magique. Euh, Est-ce que tu veux nous parler un peu plus, Jean-Benoît, de tests de puissance, leur importance, pourquoi encore une fois ça répond à tous, etc. Alors, comme le disait Aurélien tout à l'heure, on n'est pas dans un temps où on peut tester la force maximale. Ceci étant dit, on peut tester la puissance maximale parce que la puissance maximale, déjà, d'un point de vue fonctionnel, pour plein de gestes sportifs, elle est un peu plus capitale. Et deux, par définition, comme elle est produite à un niveau de force plus bas que la force maximale et qu'elle induit de la vitesse, eh ben, elle va venir tester, elle va venir donner une idée sur deux choses. Le niveau de force, parce que si on a moins de force que d'habitude, on aura moins de puissance, et aussi le niveau de rapidité de contraction qu'on peut mettre en place. Et donc la puissance maximale, alors sur le membre supérieur, sur le membre inférieur pour des tests en musculation, ou sur des efforts globaux comme le pédalage ou la course, ça permet quand même de savoir où en est l'athlète. Et de mon point de vue, ça peut se tester vraiment n'importe quand. Parce que les exercices dont Aurélien va parler, qui sont à l'écran là, c'est des exercices qui peuvent se tester à peu près n'importe quand et qui, contrairement à, par exemple, son 1RM ou sa qualité de force maximale, ne nécessitent pas forcément des cycles et des cycles de préparation pour le faire de façon performante et sécure. Ouais, et normalement, ces tests-là, ça prend des plateformes de force qui coûtent 4000 € minimum. Ça coûte une fortune. Alors, ça peut, Aurélien, oui. c'est ça, comment ça fonctionne et puis comment qu'on peut le faire seulement avec le téléphone? Ouais, il y a plusieurs manières de faire des tests de puissance. Évidemment, le gold standard, c'est quand même d'utiliser des plateformes de force, bien sûr. Le problème des plateformes de force, le premier, tu l'as dit, hein, c'est que c'est quelque chose de coûteux. Donc, c'est plutôt même 6 000 € que Ah ouais, plutôt 6 000 € et un abonnement très très cher annuel que bon, ce qui reste des tarifs quand on s'équipe pour une salle oui, de haut niveau, dans un certain évidemment, contexte. ou dans un gym qui reste très acceptable, mais c'est un peu moins mobile qu'une application, évidemment. Un peu moins rapide aussi à certains points de vue, et puis peut-être un peu moins accessible pour des gens qui ne sont pas forcément formés à l'analyse de l'impulsion motrice. Mais voilà, c'est un chemin qui est quand même un peu plus précis, il faut le dire. Et puis un deuxième chemin un peu plus agile, un peu moins cher, un peu plus simple, c'est effectivement d'utiliser les outils dont on parle là. Dans tous les cas, je pense qu'il faut tester cette puissance parce que, tiens, je vais vous donner une anecdote. Vous savez sans doute que je propose des formations en ligne. Oui. Sur des thématiques. Hein. Moi, je suis vraiment en bloc fonctionnel, en bloc opérationnel. Donc, c'est la mobilité, la force max, l'endurance, la souplesse et la puissance. Et ben, la puissance, c'est la formation la moins populaire de toutes mes formations. Et la raison que j'ai identifiée, alors, je vous rassure, elle est populaire quand même, mais c'est la moins populaire. Et évidemment, on pose des questions à nos élèves. Et la raison, c'est qu'il y a une croyance très forte que la puissance, c'est quelque chose qui est réservé au sport de haut niveau, qui est réservé à la haute performance. Et c'est vraiment, vraiment absurde parce que
le Pmax, il est corrélé à énormément de choses. Je n'ai pas envie de dire à tout parce que ce ne serait pas tout à fait vrai, mais il est corrélé notamment à d'autres indicateurs de vieillissement, à des indicateurs de vieillissement. Il est corrélé à la masse musculaire. Il est corrélé au système sympathique et parasympathique. Donc, quelque part, c'est un indicateur de récupération et de surmenage. Finalement, c'est un outil qui est hyper utile pour suivre les patients en sport santé. C'est un outil qui est corrélé au return to play, au return to perf, de plein de manières. On pourra en parler tout à l'heure un petit peu avec JB aussi. Donc, en fait, là où la force max, c'est l'égométrique par excellence, et que finalement, c'est un outil qui ne nous renseigne pas beaucoup sur plein de populations, qui est hyper important, mais qui ne nous renseigne pas beaucoup sur plein de populations. Là où le VO2 max est porté au nu parce que voilà, héritage athlé, héritage très cardio en France, notamment au Québec aussi d'ailleurs, et où on est très très branché métabolique, peut-être un peu surcoté du coup, le Pmax, il est complètement sous-coté. Beaucoup de coachs fitness, beaucoup de coachs sport santé passent complètement à côté, sous prétexte qu'une mamie ne devrait pas faire de la puissance. Et c'est hyper dommage. Ah oui. Donc, on peut tout le faire. Par contre, puissance max, moi, je pense à, par exemple, un saut. Comment est-ce que tu le testes avec une mamie? Alors là, moi, je vais faire une réponse un peu tranchée. Hein. Si une mamie ou un papy, on va dire ça avec toute l'affection que ça, est capable de sauter, tu peux la tester. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est on raisonne, en fait, on recentre tout sur nous-mêmes. Nous, on saute haut, on a beaucoup de puissance. Mais en fait, nous, on a fait sprinter des papys et des patients atteints de la maladie de Parkinson dans les premiers stades de la maladie. Et là, les gens, ils se disent, mais ils sont cinglés, en fait, ils vont tout péter. Mais les gens raisonnent Usain Bolt. Mais ces papys, ils courent à 12 km/h quand ils sont au maximum de leur capacité. Donc, tout est adapté. Donc, sauf contre-indication médicale lourde, etc., mais qui vaut autant pour un athlète de très haut niveau, si les gens ont la capacité fonctionnelle de réaliser le test à puissance maximale, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. La seule raison de ne pas le faire, si médicalement tout est OK, c'est une raison d'ordre social. C'est une raison d'ordre, on ne le fait pas parce que ça ne se fait pas. Ça fait peur. En fait, c'est parce que ça ne se fait pas qu'on ne le fait pas. Tu vois l'idée? Oui. Oui, puis là, à l'inverse, ça peut être agréable de brasser un peu la cage avec ses clients et à l'inverse de le faire, ça peut même devenir ludique et agréable. Il y a un aspect psychologique chez ces populations, on va dire, différentes de d'habitude, qui est non négligeable, c'est que exprimer ta puissance maximale, quelle qu'elle soit, même si elle est très faible, psychologiquement, c'est quand même vraiment intéressant. Les patients, c'est une étude qu'on a faite avec des collègues brésiliens, les patients atteints de la maladie de Parkinson qui venaient aux séances de sprint, ils y revenaient avec beaucoup plus de plaisir que leurs séances de marche nordique ou des choses classiques dans lesquelles ils n'exprimaient pas cette puissance maximale. Donc, je pense qu'il y a aussi un aspect de faire exprimer ça aux athlètes. C'est très satisfaisant d'exprimer un Pmax. C'est assurément quelque chose. Ça prend l'aspect que d'un petit saut, quoi, entre guillemets. Oui, puis ça prend, donc ça permet quand même de comparer la fois suivante. On nous dit dans le chat qu'on peut mettre un élastique au niveau des aisselles si elle n'y arrive pas. Je ne sais pas, est-ce que ça, on est d'accord? Oui, complètement. Parfait. En fait, pour la plupart, c'est un truc à bien retenir pour tout le monde. Pour, allez, on va dire, un gros 90% de la population, le poids du corps, c'est fantastique. Le poids du corps, c'est la charge qui permet de produire sa puissance maximale. Pour certains athlètes, il faut un peu plus lourd. Et pour certains athlètes, dans l'autre sens, il faut un peu plus léger. Donc, parfois, ça léger. Mais l'outil pour produire ta Pmax, tu l'as quand tu l'as sur toi, en fait. En course ou en saut. Ah, superbe. Tu parlais tout à l'heure justement de sprint. Attends, reste encore un tout petit peu si ça te va. Reste. Ben oui, totalement. Étienne, ouais. Avant qu'on bascule effectivement sur les autres thématiques, je pense qu'on a encore deux, trois choses à dire là-dessus parce que on a beaucoup parlé donc de Pmax parce que on pense que c'est quand même l'indicateur le plus conventionnel, le plus facile à prendre en main. Effectivement, on peut le lire avec l'application. Là, ce qu'on voit à l'écran, c'est ça utilise les algorithmes de Samodino-Morin, les équations de Samodino-Morin qui ont été publiées
il y a quoi, il y a une dizaine d'années maintenant, JB, ça 2008. 2008, le temps passe, mais on sait que c'est le temps de démocratisation aussi des techniques et technologies. Voilà, donc ce sont des outils qui sont très largement publiés, très largement challengés, très largement validés. Et on sait que on arrive à avoir des résultats à 2% près aussi précis que des plateformes de force avec un simple smartphone. Alors, quand même plutôt un smartphone Apple quand même qu'Android, on va être clair sur le sujet. Mais c'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui au fond de la poche qui sont sous-estimés et qui vont sur le terrain. Là, on est dans le gym, mais on peut aller directement dans le bois, sur la piste d'athlée et tout de suite enregistrer des indicateurs de puissance. Et c'est vrai qu'on aime bien utiliser des contre-movement jump pour mesurer ça avec une charge additionnelle ou pas, puisque comme on le précisait tout à l'heure, ça va dans un sens comme ça va dans l'autre. Rappelez-vous que sur tous les exercices au poids du corps, on ne part pas à zéro vraiment, on part à notre poids du corps. Et c'est encore plus vrai sur des populations sédentaires qui sont à la fois lourdes, parfois, et à la fois donc surchargées, et à la fois faibles, puisque sous-entraînées. Donc ils ont un peu la double peine. Hein. Donc effectivement, la réflexion de Kevin de décharger le poids de corps de la personne en question avec un élastique verticalisé est une bonne idée. OK. Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais préciser sur les tests de puissance? Ouais, moi je veux bien dire un truc en plus, c'est que là on a beaucoup parlé du coup du pic de puissance. Il y a un autre indicateur dont on parle souvent si vous nous écoutez avec JB, c'est le profil force-vitesse. Oui. Et le profil force-vitesse, là on va un petit peu plus loin dans la mesure, et là on quitte quand même les populations plus fragiles. C'est quand même moins un outil qui est facilement reproductible pour des populations fragiles, puisqu'on va avoir besoin d'une gamme de charges un peu plus variée. Néanmoins, pour revenir à notre sujet des tests de début et de fin de saison, ça c'est un vrai outil intéressant, parce qu'on va avoir un mapping finalement des qualités de force-vitesse, des interactions de force-vitesse, et on a clairement un avant, un après. Et là encore une fois, si on se concentre que sur la force maximale, voire même que sur la puissance maximale, on risque de passer à côté de finesse d'adaptation du profil force-vitesse, des différents niveaux d'interaction de cette force et de cette vitesse selon les charges et selon les vitesses, et ne pas prendre la pleine mesure de certains progrès sur les qualités de puissance. Et je parle bien au pluriel. OK. Et ça, le profil force-vitesse, c'est qu'il est aussi mesurable dans l'application directement. Exactement. C'est pour ça que moi, ça fait vraiment partie, le profil force-vitesse, de mes tests de début de saison, demi-saison et de fin de saison. C'est même un outil de return to play pour les athlètes blessés. Et on est d'accord, ce profil force-vitesse-là, dans ce cas-là précis, est vraiment plus pour les sportifs, moins pour le sport santé qu'on parlait tout à l'heure. Oui. Exact. Ouais, Exact. pour faire Mais tout aussi utile. ouais, pour faire un résumé, la hauteur de saut, c'est un indicateur de la puissance maximale qui est pas très fiable. C'est-à-dire, globalement, il est fiable, mais sur une très large population. Et tu peux prendre le test de Cooper pour estimer VO2 max. C'est ce niveau de fiabilité. Alors, on peut débattre des heures. C'est fiable pour un certain contexte, pas du tout pour un autre. Et après, tu peux expliquer la hauteur de saut, on va dire grosso modo, c'est le modèle de Pierre qui montre ça, et puis la réalité, à 70% par la Pmax et à environ 30% par le profil. Donc ça veut dire, tu as compris que si tu mesures que la hauteur de saut, tu as un indicateur basique. Si tu estimes Pmax, tu expliques déjà une grande partie de l'histoire. Et si tu complètes avec le profil force-vitesse, notamment avec les populations, on va dire, de la pointe, de l'élite, tu as l'histoire complète. Oui, c'est ça. De toute façon, on est toujours d'accord. Faire plusieurs tests pour effectivement avoir le profil global et non uniquement un. Là. C'est ça. Alors, le truc intéressant, c'est que là, pour le coup, Pmax et la hauteur de saut, c'est exactement le même test. Ça demandera exactement la même chose à la personne parce que c'est toute la finesse de la méthode Samozino, entre guillemets, c'est que ça n'a besoin que de la hauteur de saut et de la masse de l'athlète pour calculer la Pmax. Donc, ça ne requiert pas un autre test ou un test plus compliqué. C'est la même info de base, sauf qu'elle est un peu mieux utilisée.
Je comprends. Et donc, ces deux infos-là, suffit, je prends mon téléphone, je filme mon client qui saute, je dis son point le plus haut, je dis son point quand il a décollé, et automatiquement, donc, j'ai ces deux indications-là qui m'aident automatiquement à mieux comprendre le C'est ça. profil complet, là. Il te faudra juste sa masse corporelle, easy, et il te faudra un truc Oui. fondamental, on le voit un peu sur les images là, il faudra la distance sur laquelle se déploient ses jambes quand il ou elle pousse. Et ça, c'est un gros biais dans les tests de hauteur de saut parce que pour la faire très rapide, les gens qui ont anatomiquement ou fonctionnellement des distances de poussée plus grandes que les autres ont une puissance qui est un peu surestimée. Ça Et désavantage les gens qui ont des petits segments. ce que tu viens de dire, en gros, c'est la longueur de jambe. Alors, c'est la longueur de jambe, oui et non, parce qu'à longueur de jambe égale, quand tu fais plier les chevilles et les genoux et les hanches aux gens, tu peux avoir des segments différents et donc des distances de poussée différentes. Donc, c'est Oui, indirectement la longueur de jambe, mais plus précisément, c'est juste la parfait. distance de poussée. Ça se mesure Ouais. en deux coups de mètre ruban. Parfait. C'est effectivement, je crois Ouais. que même le tutoriel est présenté là, dans Ah, bien l'application sûr. mobile de comment le faire, là. Ouais. Ça Et répond ça, un petit peu à ce que Valérie nous dit dans le. ça change beaucoup de choses, hein, notamment pour les athlètes petits et les athlètes qui ont des petits segments. Ça les désavantage. Et dans tous les sports où on détecte les gamins avec la hauteur de saut, on désavantage énormément en termes de puissance max les plus petits. J'ai toujours su que j'étais désavantagé. Moi, tu vois, c'est ce que Ouais. je retiens de mon passage au volet. C'est pas juste, il y a des catégories de poids au judo, il n'y a pas des catégories de taille au volet. C'est dégueulasse. Par contre, quand tu as des grands fémurs, tu n'es pas très bon au 1RM en squat. C'est mon problème. Donc, tu vois, si tu veux, bon, à un moment donné, On ne peut pas j'ai gagner des lourds. partout, hein, moi. Non, Désolé. on peut J'ai pas. des lourds On peut fémurs. pas. Tu disais, Aurélien, Valérie, elle parle effectivement d'habitude ou de génétique, en fait. Bah, du coup, ça répond à une partie de la question, parce qu'effectivement, déjà, en termes de génétique, on n'est pas tous égaux devant l'adversité par rapport à des tests de saut. Donc, l'idée, c'est aussi de remettre un peu des valeurs utiles dans l'analyse. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on ne vieillit pas tous pareil, on se blesse pas tous pareil. Donc, forcément, il y a un résultat qui est influencé par la génétique. Je pense qu'elle réagissait tout à l'heure, c'est un peu plus en amont quand on parlait surtout de vieillissement. Et puis l'habitude d'entraînement, c'est effectivement moins les gens se laissent sédentariser par l'âge, et plus ils vont résister longtemps aux effets du vieillissement. Ça, on le sait bien. Hmm, je comprends. On se fait demander une question avant de passer au test d'endurance. Est-ce que le type de sol joue un rôle dans les exercices de saut? Exemple, sol dur ou mou par rapport à la génétique? Je te laisse peut-être répondre là-dessus, JB. Tu as dit quoi? Sol dur ou Je peux sol mou? répondre. Ouais, est-ce que le type de sol joue un rôle dans les exercices de Ah, saut? Exemple, sol dur ou ah, mou par rapport à la génétique? alors, le lien entre sol et génétique, je ne sais pas trop. Par contre, il est sûr et certain, et ça c'est un point fondamental, que la valeur des chiffres, elle est dans la reproductibilité et donc dans la standardisation des mesures. Donc, il faut rester sur des sols qui soient ni extrêmement durs ni extrêmement mous, mais surtout, ça pour le coup, il faut y faire attention. Il faut essayer de ne pas avoir de variation, parce que le but, c'est qu'à la fin, pour qu'un chiffre ait de la valeur, il faut que les conditions soient standardisées au maximum. Et là, pour le coup, si vous faites un test de puissance sur un sol un peu mou et un autre jour sur un sol un peu dur, ça inclut notamment les chaussures, hein, il peut y avoir des différences dues à ça. Hmm. Par contre, le Oui. lien avec la génétique, Et pas ouais, faux. ce que tu viens de dire, puis on est tout le monde d'accord, c'est par-dessus l'importance ou la qualité du résultat qu'on reçoit, c'est la comparativité avec le résultat d'après. C'est le delta entre les deux. Je vois une amélioration ou non. Maintenant, est-ce que la valeur est 100% véridique? Maintenant, c'est la différence qui peut être importante à Ouais. vérifier. Donc, de faire les mêmes choses, les tests dans les mêmes conditions. Moi, j'ai tendance à dire qu'il vaut mieux pas d'infos qu'une info totalement biaisée, non reproductible. Ouais. Ouais, donc toujours. Et ça c'est pour tout. Par exemple, même chose, les tests d'endurance. Pas faire le test à 4000 mètres d'altitude une fois et le refaire à 500 la semaine suivante. Donc, de toujours le faire je prends l'absurde pour représenter l'idée, mais de prendre toujours les mêmes conditions. Mais pour Parlons prendre un justement truc de plus tests. concret, l'heure de la journée, par exemple, sans Oui, aller dans les 4000 mètres, mais l'heure de la journée. Voilà, déjà oui. de base.
Oui, effectivement, juste après une journée de travail versus au début, etc. Parlons justement de tests d'endurance. Tu as parlé de sprint, mais Luc Léger, qu'on connaît un peu tout le monde, ça l'a hanté tous les jeunes Québécois, je ne sais pas, en France, durant tout notre parcours scolaire. 30-15, moins connu, et Van Meval. Tous ces tests-là sont des tests souvent faits en groupe avec plusieurs personnes. C'est des tests de cardio. Aurélien, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a un pont historique franco-québécois en la matière, hein, puisque Oui. effectivement, Luc Léger, qui est devenu vraiment le nom du test, en fait, à la base, c'était évidemment quelqu'un, c'est un Québécois. Et donc le 30-15, qui est de plus en plus populaire, hein, qui est un test plus fractionné, donc qui correspond pas mal au sport collectif, qui est assez populaire en tout cas en France. Et le Vameval, c'est 3 tests un peu, donc qui se fait sur piste. C'est vrai que quel que soit le test qu'on retienne pour cet exercice de fin ou début de saison, je pense qu'il faut un indicateur à un moment donné d'endurance. Encore une fois, qui n'intervient pas trop tôt non plus. Ça ne sert à rien de le programmer dès le premier jour. Mais il faut quand même prendre de la mesure là-dessus. Oui. Puis, on le fait à tous les moments, à toutes les fins de saison? Est-ce qu'on le refait à plusieurs périodes? Est-ce qu'on le fait pour toutes les populations, uniquement les sports d'endurance? On le fait dans quel contexte? J'y vais, vas-y. Ouais, moi j'ai un avis très tranché là-dessus. On le fait pas souvent parce que c'est quand même all out, hein, se dire c'est quand même faut tout donner, hein. Donc bon, tout donner, tu vas pas le faire tous les lundis. Par contre, moi je le ferai sur toutes les populations parce que l'info qui est donnée, c'est une info qui va au-delà de la spécificité des sports où VO2 max ou VMA sont clés. Tu diras ce que tu en penses, Aurélien, mais pour moi, un haltérophile, on va prendre l'autre extrême, un lanceur de poids, c'est des gens dont tu dois savoir le niveau de capacité aérobie, parce qu'en fait, c'est un indicateur macroscopique de l'état de santé général, du fitness général. Il y avait ce fameux entraîneur qui disait à ses coureurs de sprint, on n'attaquera pas la partie spécifique de la saison tant que tu ne feras pas tant de minutes sur 800 mètres. Et il disait, mais ça n'a rien à voir. Je dis, ben en fait, si, parce que quand tu feras tant de minutes sur 800 mètres, tu auras la condition physique générale, le terme anglais c'est le fitness, pour être prêt pour ce qu'on va faire dans ton sport. Oui. Ouais, ça qualifie aussi un potentiel de récupération, un potentiel de réitération d'effort. Ouais. Et c'est pour le crâne aussi. C'est-à-dire que là, en ce moment, tu vois, je vois passer des images de joueurs de rugby qui font ça en pré-saison. Tu pourrais te dire, bon, allez, certains postes, VO2 max. Mais il y a autre chose derrière, c'est le crâne, en fait. C'est aussi de te mettre dans des conditions d'inconfort et d'effort maximal. Et ça, pour le coup, dans tous les sports, c'est fondamental. Ouais, En ce moment, la mode, c'est à préconiser aux coureurs de fond et d'ultra fond d'ailleurs, de faire de la force max et de tester leur force max et vraiment de faire de la musculation. Et ben, je pense que la réciproque est vraie. Je pense qu'effectivement, il faut que les athlètes à plus forte valence neuromusculaire et force max ou puissance max s'exposent à de l'endurance pour toutes les raisons qu'on vient de lister. Le répertoire moteur. On se fait dire dans le chat que le VAM-EVAL serait le plus fiable pour évaluer le VO2 max sur le terrain pour de nombreux sportifs. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Benoît? Tout dépend de ce qu'on appelle de nombreux sportifs, mais j'ai quand même tendance à être d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on revient à la masse versus la pointe. Pour moi, il sera moins adapté qu'un 30-15 IFT pour certaines populations. Mais si tu prends la masse globale des sportifs auxquels s'adresse ce webinaire, le go-to pour moi, ça peut être le VAM-EVAL. Okay. Tu vois, c'est un peu le fameux 70-30 de tout à l'heure, ou 80-20. Ça sera idéal pour 80% des sportifs. Ce sera un peu sous-optimal pour les 20% avec qui tu feras un autre test. Mais globalement, oui, tu ne te trompes pas. L'idée, c'est ça, c'est que tu ne fais pas d'erreur. Les gens qui sont très, très bons sur d'autres tests sont aussi très bons sur le VAM-EVAL. Bien sûr, il n'y a pas des corrélations parfaittes, mais bon. Oui, ça reste un test de terrain. Après, petit désavantage au VAM-EVAL organisationnel, puisque il faut une piste. Donc, effectivement, il faut une piste de 400 mètres.
Si on est sur un Luc Léger ou un 30-15, un gymnase classique, un gymnase, les grands gymnases fonctionnent bien, pas un petit Cossack, mais les grands gymnases fonctionnent bien, simplement un terrain plat, Ouais, n'importe ouais, quel on arrive à, terrain fonctionne. ouais, on arrive à trouver des zones Ouais. facilement. Et donc, tous ces tests-là sont aussi dans l'application. Et là, ce qu'on retrouve dans l'application, en fait, Exit Lab ou Sport Science Test, c'est en fait le timer, le chrono ou le processus pour faire le test. Et puis, dès que notre sportif a terminé, on peut le cocher comme terminé et on aura les calculs automatiques. C'est ça pour tout le monde qui nous écoute en ce moment. La dernière catégorie de tests qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, puis moi qui m'intéresse énormément, bon, peut-être test d'endurance, excuse-moi, Aurélien, le raclette test qui était le nouveau truc qu'on avait parlé la dernière fois Ouais. en... Alors, je finis juste rapidement sur Ouais. l'intérêt quand même d'avoir une appli pour tester l'endurance sur les tests conventionnels. Ce qui décourage souvent les entraîneurs, les coachs de le faire, c'est que d'abord, il faut pas louper les rythmes. Donc, c'est une bande sonore qu'on va projeter avec une enceinte. Donc, il faut bien calibrer les rythmes. Donc, il faut avoir au préalable trouvé une bande MP3. Aujourd'hui, c'est plus si simple de calibrer un truc avec une bande MP3. On a moins ces réflexes-là avec les musiques en streaming, etc. Donc, déjà, c'est un premier défi. Évidemment, je ne vous parle même pas d'un lecteur CD ou pire d'une cassette. Donc, c'est de moins en moins simple de faire, avec l'évolution technologique, de faire des tests d'endurance, des beep tests. Deuxième problème, c'est que quand on teste un groupe de personnes, il faut vraiment bien arrêter le chrono et noter le moment où la personne sort du test pour ensuite se reporter à une grille officielle un référentiel. Là, évidemment, avec une appli, quand François il a fini, on balaye François et hop, on a tout de suite son VO2 max et sa vitesse de course associée, sa VMA. Et puis, quand Sophie elle arrête à son tour, hop, on balaye à son tour. Donc, on peut potentiellement tester 30 personnes à la fois sans avoir de risque de se tromper. Et ça, c'est quand même très utile. La problématique que posent tous ces tests, comme le rappelait tout à l'heure JB, c'est que ce sont des tests all-out, des tests à intensité maximale. Si les gens s'arrêtent un peu avant, sont sous-entraînés à la souffrance bien souvent, pas envie d'aller au bout du test, et ça on ne le saura jamais, parce que des fois ils transpirent beaucoup, ils sont très rouges, ils soufflent très fort, ils crient très fort, ils pleurent parfois, ils appellent leur maman, mais en réalité il leur reste encore 5 ou 10% avant d'aller au max du max. Donc malheureusement ça, on n'arrive pas vraiment à le calibrer, et donc souvent on a des tests qui sont un peu sous-évalués. Et c'est un peu la limite de ces tests-là. Et si les gens vont au bout du bout, effectivement, comme dit JB, on ne peut pas leur faire tous les lundis, ce ne serait pas correct. Donc, c'est là que c'est assez intéressant d'avoir des alternatives. Et là, je vais peut-être laisser JB présenter ce raclette test. Ouais, alors l'idée, c'était de montrer à tout le monde un peu que la science, c'est aussi des innovations, des avancées. Alors, bon, vous gardez en tête le mot raclette pour l'hiver, hein, mais c'est un test qui va être proposé et qui va être publié bientôt par l'équipe de Chambéry, de Pierre Samozino et de son équipe. Et pour la faire très simple, c'est un test qui permet d'estimer ce qu'on appelle la vitesse critique. Alors, la vitesse critique, ce n'est pas exactement la VMA, c'est une vitesse de course ou une puissance de pédalage au-dessus de laquelle on va basculer dans des mécanismes métaboliques qui vont nous faire arrêter au bout d'un certain temps l'effort. On va, entre guillemets, entrer dans le rouge et on ne va plus pouvoir être à état stable. En dessous de cette vitesse, en revanche, on va être à état stable physiologique. Et cette vitesse, elle explique un peu le niveau de fitness global. Parce que si cette vitesse-là, elle est très basse, eh ben, les efforts vont être très vite très, très difficiles. Alors que si elle est très haute, on est en meilleure forme globale. Pour faire très simple. Et ce raclette test, alors ça, c'est très difficile à mesurer parce que ça demande un test maximal, très, très pénible. Et donc, l'équipe de Chambéry, elle a proposé un test dans lequel on court à vitesse plus lente. C'est un test où on court à des vitesses de jogging, jogging plus. Et régulièrement, pendant le test qui dure en moyenne 5-6 minutes, on fait des sprints. C'est-à-dire qu'on fait des accélérations sur 40 mètres. Et quand on mesure la vitesse maximale de course, et ben après, il y a un petit calcul qui permet de trouver cette vitesse critique. Alors aujourd'hui, ça ne dit rien à personne, puisque ce test il a été présenté, comme vous le voyez, dans un congrès il y a 20 jours.
mais dans quelques années, ce sera peut-être un test de référence pour cette vitesse critique qui est un élément crucial dans beaucoup de sports. Je ne l'ai même pas testé personnellement encore. Il faudra qu'on se fasse une session raclette. Ouais. Si c'est la raclette d'hiver, je peux être invité. Ouais, ça laisse beaucoup moins de traces physiquement et là, pour le coup, tu peux envisager de le faire un peu plus souvent. Alors, je vois les questions dans le chat. L'idée, c'est qu'il faut être capable de à la fois courir lentement et d'un seul coup faire un sprint. Donc, sur un tapis roulant, ça va être compliqué. Les collègues vont peut-être sur un tapis à haute intensité, tu sais, les tapis incurvés. Ouais, un tapis incurvé, ouais, à voir. Pour l'instant, ça se décline sur la piste et ça demande, là pour le coup, ça demande un monitoring de la vitesse précis, donc un GPS. Donc, on est exactement dans le domaine, c'est toujours pareil, hein, la Formule 1 et la voiture de Monsieur Tout le Monde. Ça, aujourd'hui, c'est un peu de la Formule 1 et peut-être que dans 10 ans, peut-être pas, mais le raclette test sera beaucoup plus démocratisé et accessible. Wow! Très intéressant. Puis donc, on suivra le développement du raclette test pour l'introduire tout simplement dans l'application XFitLab ou Sport Science Test. Les tests qui, souvent on en parle, il est quand même assez commun, il est présent pour l'ensemble de nos clients, disons ça comme ça, autant en sport santé qu'en athlète, c'est les tests de posture en tant que tel. C'est de voir comment notre client se tient debout, tout simplement. Aurélien, est-ce que tu veux nous en donner un peu plus d'explications sur ces différents patterns qu'on voit là en ce moment? Là? Ouais, c'est un peu en écho au fait qu'il y a une espèce de mode là en ce moment qui dit qu'il n'y aurait pas de mauvais mouvements, pas de mauvaise posture. Bon, évidemment, on décorrèle de plus en plus les mauvaises postures des pathologies ou des douleurs ou même de la performance. Reste que une posture, c'est une source d'inspiration pour chercher les éventuelles zones d'amélioration. C'est-à-dire que c'est un tas d'indices qui vont nous permettre d'orienter notre entraînement dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc, combien il y a de tests, combien d'exercices d'entraînement dans XFit, rappelle-moi? 13 000. 13 000, voilà. Donc, sur 13 000 exercices, qu'est-ce qui fait que je vais choisir tel ou tel exercice pour renforcer les épaules? Tel ou tel exercice pour étirer les épaules? Tel ou tel exercice pour travailler sur la chaîne postérieure basse? Tel ou tel exercice pour renforcer la chaîne antérieure basse? Bon, eh bien, ces choix-là, ils vont être aidés par une analyse fine du mouvement, comme on l'a vu tout à l'heure en première partie, et de la posture. Et donc, effectivement, on ne va pas chercher à forcément corriger complètement les postures. Par contre, on sait qu'effectivement, quelqu'un, et tu peux peut-être passer à la diapo suivante, quelqu'un qui aurait un lower cross syndrome, donc sous deux patterns différents, hein, soit il balance ses épaules et ses oreilles en arrière de l'axe principal, soit il balance ses hanches en arrière. Dans ces cas-là, encore une fois, on a une liste de suspects. C'est un peu un jeu de piste, c'est un peu une enquête criminelle. Qui est responsable de ce résultat-là? Et souvent, si on creuse un petit peu plus, on va se rendre compte qu'on a des fléchisseurs de hanches, des érecteurs de la colonne, des adducteurs qui sont suractifs et qui mériteront peut-être un programme de souplesse adapté. Et à l'inverse, des extenseurs de hanches ou des fléchisseurs de la colonne qui, eux, sont sous-actifs. Effectivement, peut-être que cette personne-là, elle va bénéficier un petit peu mieux qu'une autre personne d'un renforcement actif au niveau des fessiers. C'est peut-être quelqu'un qui est touché par l'amnésie des fessiers classique. Et donc, ça va nous permettre en toute objectivité, de prendre des décisions d'entraînement et d'individualiser le parcours simplement à partir d'une analyse de la posture. Et là, encore une fois, d'avoir un petit logiciel en réalité augmentée qui vous permet, de pointer les différents éléments, les différents points, et derrière d'avoir un retour presque instantané. Ça fait gagner du temps et de la précision. Oui, clairement. Et ça, encore une fois, tout disponible dans l'application. Est-ce que JB, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à la posture? Non, pas spécialement. C'est pas mon rayon d'action principal. Par contre, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est au-delà de la posture, évaluer à un instant donné l'évolution éventuelle de la posture. Je pense que ça, c'est intéressant dans le temps parce que
chaque sport entraîne une évolution des groupes musculaires, des raideurs, etc. Et je pense que se rendre compte et faire prendre conscience aux athlètes de leur évolution de posture, ça permet aussi de dire, voilà ce que ton sport induit, entre guillemets, hein, sur tes Ouais. balances musculaires. Ça se voit dans ta posture. Alors, ce n'est pas bien ou mauvais, mais par contre, ça permet de prendre conscience des choses et ça permet d'avoir une clé d'entrée pour du travail qui n'est pas très souvent sexy, qui n'est pas très souvent apprécié par les athlètes, qui est du travail de préparation physique, de rééquilibrage et de prévention. Et ça permet pour moi d'objectiver et d'avoir une clé d'entrée en disant, tu vois, là, on a besoin d'un travail de prévention parce que y a ça qui se passe. Oui. Effectivement. Et comme on a dit depuis le début, c'est tous des tests qui sont disponibles dans l'application XFIT Lab, développée donc par Sport Scientist SST avec Aurélien. Donc, je vous mets le lien là, tout simplement en bas à gauche si vous voulez aller voir. Encore une fois, c'est tous des tests qui sont faisables de plein de façons différentes. L'application est vraiment là simplement pour aider à faire le test au final. Pour pouvoir s'y connecter, ça prend un compte actif à l'heure actuelle. Donc, on n'a pas l'option de faire des essais gratuits pour l'instant. Donc, essayez juste de communiquer avec nous directement. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Est-ce que, Aurélien, tu aimerais ajouter quelque chose sur la fin de ce webinaire? Eh bien non, super. Je vous remercie encore une fois de nous avoir préféré à Cyril Hanouna ce soir. Merci. Et bonne soirée à tous. En tout cas, à bientôt pour un nouveau webinaire. Ce sera le dernier de l'été. Oui. On se retrouvera en septembre pour de nouvelles thématiques. Superbe. JB, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose de ton côté? Salut, non, juste une chose. Si vous voulez faire des tests, faites-les régulièrement et faites-les avec le plus de standardisation possible. Sinon, vous faites perdre du temps à tout le monde. Et passez de bons Jeux Olympiques. Et j'espère que vous passerez du bon temps devant les sportifs. Effectivement, bons Jeux olympiques à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui durant ce webinaire qui était sur un sujet quand même assez unique malgré tout. On va se retrouver, Aurélien et JB, dans d'autres sujets assurément à la rentrée. Passez tout le monde, là, encore une fois, des beaux Jeux olympiques et un beau mois d'août. Merci à tous. Au revoir.